Alors bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la mémoire et un petit peu de l'oubli également. Alors la première chose, c'est essayer de définir la mémoire. Et c'est vrai que quand on pose la question aux gens spontanément, ils vont tout de suite penser au phénomène de stockage, au phénomène de prise d'information et de maintien de cette information à long terme. Mais il faut aussi savoir que si la mémoire est effectivement un phénomène de prise d'information et de stockage, c'est également un phénomène de rappel, de reconnaissance des informations. Donc, il faut être en mesure de prélever l'information, de la positionner en mémoire, mais il faut également avoir un cheminement pour retrouver cette information-là. Alors, c'est une capacité cognitive extrêmement importante qui nous permet de maintenir actifs des informations sur le monde qui nous entoure, qui nous permet d'apprendre, qui nous permet d'évoluer. Donc, c'est extrêmement important, mais c'est beaucoup plus que ça également, puisque la mémoire est reliée à la survie. Hein, c'est parce qu'on se rappelle que quelque chose est néfaste, négatif, douloureux, qu'on va pouvoir l'éviter et donc ne pas se mettre en péril en termes de survie. Et c'est également là où les informations sur notre individualité va être stockée. Donc tout ce qui nous est propre en tant qu'être humain, nos expériences, nos pensées, nos émotions, mais c'est également hein, une mémoire plus collective, une mémoire culturelle qu'on va pouvoir avoir également. Alors la mémoire n'est pas quelque chose de statique. On verra qu'il y a plusieurs formes de mémoire, mais dans l'ensemble, la mémoire est une reconstruction, c'est-à-dire que ce n'est pas un instantané de la vie, ce n'est pas une photo que l'on prend et que l'on va stocker quelque part, c'est des différents éléments sur l'environnement qui vont être pris de façon individuelle, puis reconstruits au niveau du cerveau, au niveau de la mémoire, mais cette information-là va également être renouvelée en fonction de l'humeur, en fonction d'autres connaissances, en fonction de tout un tas de paramètres. Donc, hein, on parle de quelque chose qui n'est pas complètement simple, on le verra, mais qui est surtout basé sur une reconstruction, donc sur une capacité d'évolution, une capacité de modification. Donc la mémoire, ça a toujours fasciné, j'en ai parlé un petit peu. C'est vrai qu'avant qu'on ait des supports écrits, des supports visuels pour retransmettre l'information, on était à la merci de la tradition orale, on était à la merci des informations orales et donc il fallait mémoriser pour pouvoir raconter, pouvoir transmettre des informations. C'est toujours le cas au niveau familial, etc. Ça reste quand même une capacité cognitive, comme j'ai dit, extrêmement intéressante. Pour les Grecs, la mémoire faisait partie des arts. Les Grecs étaient une civilisation basée sur les discours, sur l'oralité, etc. Et donc, le fait de pouvoir mémoriser un discours faisait partie des compétences artistiques très prisées à cette époque-là. Probablement que c'est les Grecs qui ont également été les premiers à mettre en place les moyens mnémotechniques, justement parce qu'ils avaient besoin de mémoriser des quantités d'informations extrêmement importantes dans le cadre des discours, par exemple. Alors, quand on parle de mémoire, vient tout de suite le corollaire de la mémoire, l'oubli. Pour certains, c'est une activité qui est démonisée. On ne veut surtout pas oublier, c'est dramatique d'oublier, etc. On s'entend que quand l'oubli est pathologique, ce n'est pas quelque chose de souhaitable, mais je ne vais pas parler ici de l'oubli pathologique, mais de l'oubli normal. Et dans ce cas-là, l'oubli fait partie de la mémoire. Qu'est-ce qu'on va oublier? On va oublier les choses qui ne sont pas intéressantes, qui ne sont pas pertinentes, qu'il n'est pas nécessaire de retenir. Pourquoi? Parce que ça coûterait plus en termes énergétiques de pouvoir se concentrer et retenir cette information-là que la capacité informative contenue dans l'élément. Donc, à ce moment-là, le meilleur moyen pour la mémoire de fonctionner à son plein régime, c'est d'oublier ces informations. Donc, est-ce que c'est un mal nécessaire ou autre chose? C'est autre chose. Ce n'est pas un mal, mais c'est nécessaire. Hein, on est obligé d'oublier pour le bon fonctionnement de la mémoire. Et donc, l'oubli, c'est une des fonctions de la mémoire.
Alors la mémoire, ou les mémoires, entre guillemets, donc la mémoire c'est quelque chose de générique, mais est-ce qu'on a un environnement mnésique, un endroit bien localisé où on stockerait un petit peu toutes nos mémoires, ou est-ce qu'on a une pluralité d'endroits dans lesquels on va laisser des mémoires? Bien évidemment, il y a très longtemps, on pensait plutôt à une espèce de location unique, et puis on a vraiment changé d'avis avec les dernières recherches. On sait maintenant qu'il y a une pluralité de mémoires, il y a plusieurs mémoires, on parle de mémoire plurielle, autant en termes de localisation cérébrale que de capacité d'information, de qualité d'information et de capacité temporelle. Donc, c'est ce dont je vais vous parler à partir de maintenant. Et je vous dirais que l'évolution a probablement opté pour cette diversification au niveau des mémoires, hein, pour le principe qu'on ne met pas tous les œufs dans le même panier. C'est-à-dire que si j'ai une atteinte au niveau du cerveau, ou si j'ai des problèmes au niveau chimique, etc., et que ça porte atteinte à une de mes mémoires, ben, il y a peu de risques pour que toutes les mémoires soient altérées. Donc à ce moment-là, hein, ça va me permettre d'avoir une déficience dans une mémoire sans altérer les autres formes de mémoire. Alors, la première forme de mémoire est ce qu'on appelle la mémoire sensorielle, donc la mémoire qui est reliée aux sens, aux 5 sens que l'on connaît. C'est une mémoire qui est éphémère, c'est-à-dire que sa durée est approximativement de 300 à 500 millisecondes, donc c'est très très court, c'est plus une mémoire reliée sur la perception, et c'est un espèce d'antichambre pour aller vers la mémoire à court terme. Donc la mémoire sensorielle capte une information visuelle ou auditive, olfactive, etc. Et si je prends conscience de l'information, à ce moment-là, l'information va être amenée en mémoire à court terme. Donc, la mémoire sensorielle est une mémoire inconsciente. La conscientisation de l'information, elle viendra un peu plus tard avec la mémoire à court terme. C'est une mémoire qui est plus une espèce de filtrage, hein, un endroit où passe l'information, et on n'en connaît pas la quantité, on pense qu'il n'y a pas de limite par rapport à cette mémoire, il n'y a pas de limite quantitative. Alors, comme je vous l'ai dit, c'est relié aux 5 sens, donc on a plusieurs formes de mémoire reliées aux sens. Bien évidemment, chez l'humain, c'est les mémoires visuelles, qu'on appelle la mémoire iconique, ou la mémoire auditive, la mémoire échoïque, qui vont être le plus étudiées. Mais on a également une mémoire du tact ou du toucher, qu'on appelle la mémoire haptique, et on va avoir une mémoire au niveau de l'odorat, la mémoire olfactive. Donc, on arrive à l'étape suivante, si on prend le principe de mémoire comme un principe linéaire, ce qu'il n'est pas forcément, on le reverra plus tard, on a une deuxième forme de mémoire qu'on appelle la mémoire à court terme ou la mémoire de travail. Les deux termes sont des synonymes. Alors, la mémoire à court terme, comme son nom l'indique, elle a une capacité temporelle limitée. Hein, donc, on ne va pas pouvoir conserver l'information en mémoire à court terme pendant très longtemps. Donc, il va falloir maximiser le temps pendant lequel l'information est dans cette mémoire-là. Sa capacité à prendre de façon simultanée des informations a été calculée par Miller en 1956 comme étant de 7 plus ou moins 2. C'est-à-dire que pour la majorité de la population, le nombre d'éléments qu'on est capable de mémoriser de façon simultanée à court terme est entre 5 et 9 éléments, la moyenne étant à 7. Les informations qui sont au niveau de la mémoire à court terme sont donc limitées, et autant dans la quantité d'informations que dans le temps pendant lequel ces informations vont être disponibles. On aura quand même le temps de manipuler les informations. Hein. Il y a certaines tâches cognitives qui peuvent être commencées à ce moment-là, certaines formes de raisonnement, de compréhension, etc. Et l'information va soit être oubliée, soit va passer à l'étape d'après, c'est-à-dire va commencer à passer en mémoire à long terme pour un stockage beaucoup plus définitif. La mémoire à court terme a été étudiée au niveau visuel et au niveau auditif, donc on parle souvent de l'œil interne ou de l'oreille interne, parce qu'on peut avoir des représentations de l'information, soit sous forme imagée, l'œil interne, soit sous forme de discours, la petite voix intérieure
l'oreille interne qu'on va avoir. On peut forcer le maintien de la mémoire à court terme en faisant des opérations spécifiques comme le rabâchage mental un petit peu, donc le fait de reprendre de façon récurrente les informations, sauf que ce n'est pas extrêmement pertinent, ça peut durer un petit peu, maintenir l'information un petit peu plus longtemps, mais c'est quand même très fragile et surtout très énergivore. C'est fragile parce que si je fais de l'auto-répétition de l'information, une espèce de rabâchage mental, et que quelqu'un arrive et me parle, c'est fini, je suis déstabilisée, puis j'ai perdu toute la capacité de maintenir les mémoires. Donc, c'est très, très fragile et c'est très énergivore parce que je ne peux pas m'arrêter d'auto-répéter pour forcer le maintien actif de l'information. Donc, si je fais du rabâchage mental, un numéro de téléphone, par exemple, il va falloir que ce numéro revienne, puis revienne, puis revienne de façon régulière. Un autre exemple, ce serait la Madeleine de Proust, où quand je sens la Madeleine, dans un premier temps, à ce moment-là, ce serait la mémoire sensorielle qui serait activée de façon inconsciente et automatique. Puis, à partir du moment où je conscientise l'information sur la Madeleine, l'information passe en mémoire à court terme et là, je vais avoir une espèce d'imagerie qui va apparaître où je vais me représenter toute la cuisine de ma grand-mère. Pourquoi? Parce que à ce moment-là, c'est l'odeur conscientisée de la Madeleine qui a permis d'aller chercher de l'information par rapport à ça. Donc, c'est un indice très important qui m'a permis de reconstruire une image complexe. On en arrive maintenant à la mémoire à long terme. Donc là, encore une fois, comme son nom l'indique, c'est des endroits où on va stocker l'information de façon beaucoup plus durable. Et on sait que les mémoires à long terme ne sont pas saturables en termes d'information, c'est-à-dire qu'on peut y faire rentrer énormément d'informations. Il n'y a pas de limite, il ne semble pas y avoir de limite à la quantité d'informations qu'on va faire rentrer. Alors bien sûr, on peut penser qu'il y a des saturations au niveau, mais c'est plus dû à des phénomènes connexes comme le stress, la fatigue ou des choses comme ça. À partir du moment où la personne n'est pas soumise à un stress majeur ou à une fatigabilité intense, la mémoire fonctionne relativement bien et la quantité d'informations qui peut être stockée est pour l'instant pas définie. Bien sûr que si les informations sont organisées, il va y avoir une facilitation à retrouver les informations au niveau de la mémoire à long terme. Alors, de la même façon qu'on a dit que la mémoire est plurielle, la mémoire à long terme également est plurielle, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs sous-composantes de mémoire à long terme. Donc, la première division que je vais faire, on a des formes de mémoire à long terme qu'on appelle des mémoires déclaratives ou des mémoires explicites. C'est des mémoires où soit quand je prélève l'information pour la mettre en mémoire ou que je vais rechercher l'information, je suis pleinement conscient de faire une opération mnésique. Donc, on va retrouver à l'intérieur des mémoires explicites ou déclaratives la mémoire épisodique et la mémoire sémantique. La mémoire épisodique, c'est la mémoire plus affective, autobiographique, la mémoire personnelle de l'individu, mais elle est reliée à l'orientation spatio-temporelle. Donc, à partir du moment où on va perdre ce genre de mémoire, on va avoir beaucoup de problèmes d'orientation spatiale, d'organisation spatiale. Le fait d'aller se promener dans le quartier va potentiellement être un problème. C'est la forme de mémoire qui est touchée de façon primaire, il semblerait, dans la maladie d'Alzheimer. Le deuxième sous-composant de la mémoire déclarative, c'est la mémoire sémantique. Alors, la mémoire sémantique, c'est la mémoire des faits. Je vous ai parlé de reconstruction, etc. La forme de mémoire qui est la moins sujette à la reconstruction, c'est la mémoire sémantique, puisque c'est la mémoire des faits, c'est la mémoire scolaire, c'est la mémoire des choses qui sont très statiques. Ça n'empêche pas que si j'ai appris quelque chose il y a 10 ans à l'université, puis qu'une nouvelle découverte arrive, bien sûr, je vais être capable quand même de pouvoir reconstruire sur ma mémoire sémantique pour avoir la nouvelle information, la meilleure information qui soit.
Autant la mémoire sémantique dont je vous parle maintenant est une mémoire qui est complètement dégagée de tous les phénomènes affectifs, autant la mémoire épisodique dont je vous ai parlé avant, elle va être très dépendante de ces contextes affectifs. Alors, la mémoire sémantique, ce que je dis toujours, c'est Ottawa est la capitale du Canada. OK, c'est un fait qui est dans mémoire sémantique. Mais c'est un fait qui ne changera pas, qu'il pleuve, qu'il neige, qu'il vente, que je sois de bonne humeur, de mauvaise humeur. Donc, tout le contexte temporel externe ou le contexte personnel, affectif, ne viendra pas changer le contenu de la mémoire sémantique. Par contre, pour la mémoire épisodique, on va avoir un lien avec le contexte affectif. Si j'ai des informations personnelles par rapport au week-end dernier et qu'on s'approche du week-end, c'est clair que si j'ai un indice qui me fait penser au week-end, puis que le week-end dernier était un très bon week-end, je vais avoir des informations qui vont revenir d'autant plus facilement que je suis dans un état d'humeur agréable. Si je suis dans un état d'humeur actuellement moins agréable, à ce moment-là, les souvenirs qui vont revenir le plus facilement au niveau épisodique sont des souvenirs moins agréables également. Donc, on a comme ça une dépendance à l'humeur par rapport à la mémoire épisodique. Donc, les deux sont des mémoires conscientes, comme je l'ai dit. Donc, mémoire sémantique, les faits, mémoire épisodique, un peu plus la mémoire autobiographique. La deuxième partie, je vous ai parlé d'une première partie avec des mémoires explicites. On a également une partie avec des mémoires plus implicites. À ce moment-là, dans ces mémoires-là, ce qui va se passer, c'est que l'individu n'a pas conscience de faire une opération mnésique. Hein, l'information va être enregistrée et rappelée de façon beaucoup, beaucoup moins consciente que ce qu'on a vu au préalable. Donc, on va avoir surtout les mémoires des automatismes sportifs moteurs qui vont faire partie de ce genre de mémoire-là, mais également toutes les procédures que je vais pouvoir apprendre, comme on voit ici, le fait de tricoter ou des choses comme ça. Et on va retrouver également tout ce qui est conditionnement de type pavlovien dans ce genre de mémorisation implicite. On a une deuxième partie qui serait à ce moment-là plus des mémoires émotionnelles, des mémoires émotives, qui sont des mémoires qui vont se fixer assez rapidement. On appelle parfois des mémoires flash. Donc, les souvenirs à connotation très positive ou très négative vont se fixer assez rapidement de façon non consciente. Il semblerait que malheureusement les informations chargées négativement soient beaucoup plus faciles à mémoriser. Pendant longtemps, on a dit que cette capacité de mémorisation était très fiable et on fixait en quelques secondes à cause de la charge émotionnelle et on s'en rappelait pendant des années. Et il y a une expérience qui a été faite et qui montre que c'est peut-être pas autant le cas. Cette mémoire qui est fixée effectivement très rapidement, ça reste vrai. Finalement, les souvenirs qu'on en conserve sont beaucoup moins stables que ce qu'on pensait au préalable et sont soumis à changement dans les années qui suivent la mémorisation. Alors, on en revient à l'oubli. J'avais dit qu'on en reparlerait un peu. Et puis, je vous l'ai dit que c'était une nécessité d'oublier et non pas une calamité. Donc, qu'on soit jeune, moins jeune, on va être amené à oublier. Et c'est encore une fois, on a besoin pour la santé de la mémoire, pour le bon fonctionnement de la mémoire, on a besoin d'oublier. Bien sûr, je suis consciente que tous les oublis ne sont pas positifs. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je le redis, il y a des oublis qui sont pathologiques et à ce moment-là, ce n'est pas un bienfait du tout d'associer ce genre d'oubli au fonctionnement de la mémoire. Mais on a aussi des oublis qui sont normaux, qui ne font pas partie de pathologies. Donc, il y en a plusieurs, je vous en ai listé quelques-uns. Hein. Si je viens de rencontrer quelqu'un et puis qu'après, je dois parler de cette personne, j'ai oublié son prénom, j'ai oublié peut-être pourquoi? Parce que ce n'est pas quelque chose de capital, je l'ai juste rencontré, puis ça n'a pas eu un impact dans ma vie. Les événements qui se sont passés il y a longtemps, je pourrais les restituer, mais je ne pourrais pas en restituer les détails. Pourquoi? Parce que ce que j'ai mémorisé, c'est l'importance du souvenir et non pas le détail. Et si je suis dans un état d'activité un peu
supérieure, puis que j'essaie de faire plusieurs choses à la fois, c'est clair que toutes les choses que je suis en train de faire ne seront pas mémorisées. Mon canal attentionnel va être sélectif et je vais probablement favoriser certains souvenirs, certaines informations au détriment des autres. Donc, si je n'ai pas porté mes processus attentionnels sur l'information, a fortiori, ces informations-là ne seront pas au niveau des mémoires, ne seront pas enregistrées au niveau des mémoires. Donc, c'est sûr qu'en vieillissant, surtout avec ce qu'on connaît maintenant des démences, et plus particulièrement de la démence de type Alzheimer, les gens deviennent sensibles aux oublis et focalisent de plus en plus. Ce qui est une mauvaise chose parce que si on focalise sur les oublis, on va stresser. Puis si on stresse, on risque d'oublier. Donc une espèce de petit cercle vicieux ici qui n'est pas très, très intéressant. Alors, l'oubli, qu'est-ce que c'est finalement? L'oubli, est-ce que c'est un effacement complet des informations? Est-ce qu'on oublie parce qu'on arrête d'apprendre? Donc, il y a tout un tas de possibilités. On va voir dans la diapositive suivante les différentes théories. On sait que l'oubli passif auquel on pensait avant, c'est une théorie qui est très peu prouvée, puis qui est très peu représentée. Hein, souvent, les oublis sont beaucoup plus actifs que passifs. Et il y a également l'oubli qui est relié aux émotions, et notamment pour des raisons traumatiques, hein, où à ce moment-là, c'est intéressant encore plus, je dirais, d'oublier. Alors, quelques notions d'oubli, je ne vais pas m'y attarder, mais je vais vous parler, j'ai posé la question, est-ce qu'il est passif ou est-ce qu'il est actif? Donc, la première théorie qu'on a eue, c'est la théorie du déclin, c'est une théorie passive, où on disait, finalement, on oublie parce qu'on arrête de réactualiser l'information. Donc, on arrête d'apprendre, on arrête de prendre plus d'informations sur cette partie-là, c'est pour ça qu'on oublie. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas la théorie qui est priorisée à l'heure actuelle, puis c'est une théorie qui est très peu finalement prouvée, et si elle existe, elle est très minoritaire. On va avoir plus de théories qui sont actives. Donc, par exemple, la théorie de l'entrave, où on pense que ce n'est pas le stockage de l'information qui va être atteint, mais plutôt la récupération. Je vous ai dit en introduction qu'il y avait deux paramètres à la mémorisation, le fait de stocker et le fait d'aller rechercher l'information. Là, on pense que c'est la récupération de l'information qui est indisponible ou qui est altérée momentanément ou durablement, mais souvent c'est momentanément altéré, puis la plasticité du cerveau fait qu'on va reconstruire une voie de contournement où on va finir par restaurer la voie habituelle. On a la théorie des interférences, alors qu'elles soient rétroactives ou proactives, où là aussi c'est plus actif. Il va falloir qu'on puisse modifier nos mémoires, un petit peu comme je l'ai dit, avec des nouvelles informations, mais tout simplement, hein, si je change d'adresse, il faut que je change le nom de ma rue, puis le nom de mon numéro de téléphone, le nom de mon code postal, par exemple. Donc, on a comme ça des interférences. Hein. Il va falloir qu'on mette à jour nos connaissances, soit de façon proactive ou rétroactive. Et puis, je vous en ai parlé un petit peu, un phénomène actif également, c'est le phénomène d'oubli qui est relié au stress post-traumatique pour tout ce qui est oubli traumatisant. Donc, on va voir une représentation un petit peu plus actuelle de la mémoire. Donc, comme vous voyez, hein, ça a quand même assez bien évolué et on retrouve tous les paramètres que je vous ai donnés, donc mémoire sensorielle, mémoire à court terme ou mémoire de travail, puis la mémoire à long terme qui est décomposée en plusieurs éléments. Ce qui est intéressant, hein, c'est de voir qu'entre la mémoire sensorielle et la mémoire à court terme, il y a le phénomène d'attention qui va arriver. Entre le court terme et le long terme, c'est la consolidation. Et on voit qu'il y a des flèches un petit peu dans tous les sens pour que l'information soit récupérée de la mémoire à long terme ou soit passée de la mémoire à court terme à la mémoire à long terme. Donc, c'est le modèle assez actuel sur la mémoire. Un modèle un petit peu plus complexe qui a été mis en place par Eustache, qui date des années 2010, où là, bon, je ne passerai pas beaucoup de temps, mais vous voyez qu'on a une complexification dans la représentation de la mémoire. Et on a, donc je vous ai dit tout à l'heure, la mémoire sémantique est un petit peu l'antichambre de la mémoire à court terme. On s'aperçoit que oui, c'est vrai que la mémoire
sémantique va vers la mémoire à court terme, mais la mémoire sémantique, excusez-moi, je me suis trompée. La mémoire perceptive, la mémoire sensorielle était l'antichambre de la mémoire à court terme, mais on voit que c'est aussi relié aux mémoires beaucoup plus à long terme, qu'elles soient procédurales ou qu'elles soient sémantiques. Donc, on voit que le concept de mémoire est éclaté, comme on l'a vu, il est pluriel, il est polymorphe, mais il y a également des interconnexions qu'on commence à découvrir de plus en plus. Donc, c'est un modèle éclaté au niveau des localisations spatiales d'enregistrement dans le cerveau. C'est éclaté au niveau fonctionnel, mais ce ne sont pas des modules qui fonctionnent individuellement. Ce sont des modules qui fonctionnent en interaction les uns avec les autres. Donc, je vais arrêter ici la vidéo et j'espère que le petit résumé sur la mémoire vous a plu, et que vous allez essayer d'en tirer profit pour améliorer votre mémoire. Au revoir.